Bonjour, bienvenue dans cette chronique thématique. Je rappelle que nous fêtons cette année les 25 ans des décrets numéros 96-97 et 96-98 qui visent la prévention de l'amiante en France. Alors pourquoi ces décrets ont-ils été promulgués il y a un quart de siècle et quelles sont les conséquences encore aujourd'hui dans la vie des entreprises? Il faut le rappeler qu'en 1996 s'annonce une pandémie de maladies liées à l'amiante dans la population, à commencer par celle des travailleurs intervenant sur l'amiante, mais pas seulement. Avant d'en venir à la situation actuelle, je vais rapidement rappeler le problème posé par ces maladies. La première maladie de l'amiante a été identifiée dès la fin du XIXe siècle. Il s'agit de l'asbestose, qui est une maladie associée à une quantité d'amiante inhalée relativement importante et dont le risque est de type déterministe, c'est-à-dire qu'il faut avoir accumulé une certaine dose minimale d'amiante dans les poumons pour pouvoir être malade. A contrario, si on ne respire pas suffisamment de poussière d'amiante, on n'aura pas d'asbestose. Cela veut dire, dans le cas de l'asbestose, que l'on peut définir un seuil réglementaire de concentration dans l'air, et si on reste au-dessous de cette valeur seuil, on peut éviter la maladie. C'est ce qui a été fait assez tard d'ailleurs, car la première valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été imposée en 1977 en France et fixée à 2000 fibres par litre d'air. On pouvait alors espérer qu'une telle concentration préviendrait les risques d'asbestose. Le problème est différent dans le cas des cancers, qui peuvent aussi être causés par l'exposition à des fibres d'amiante. En 1955, il a été scientifiquement établi que respirer des fibres d'amiante constitue une cause de cancer du poumon, puis en 1960, que l'amiante peut donner un cancer de la plèvre appelé mésothéliome. Au début des années 60, il a été aussi établi que ces maladies touchent non seulement les travailleurs des usines et des mines d'amiante, mais aussi les riverains de ces sites miniers ou de ces usines et les familles du personnel de ces usines, donc des personnes exposées à des concentrations d'amiante beaucoup plus faibles que celles que l'on peut trouver sur le lieu de travail proprement dit. En 1976, en France, le tableau numéro 30 des maladies professionnelles dues à l'amiante prend en compte le cancer du poumon et le mésothéliome. En 1977, il était clair que le seuil fixé à 2000 fibres par litre ne permettait pas de prévenir les cancers de l'amiante. C'est ce qu'a rappelé un professeur de médecine, référence reconnue en pneumologie en France, au Premier ministre de l'époque. Ce professeur s'est vu alors accusé par les industriels de l'amiante de vouloir faire fermer les portes des usines d'amiante et de toutes les industries d'ailleurs qui utilisaient ce matériau, l'amiante étant jugé à leurs yeux indispensable. Aucun effet en matière de prévention n'a donc eu lieu dans notre pays. En effet, entre-temps, au début des années 70, voyant que leurs produits commençaient à être suspectés d'être cancérogènes, les industriels se sont réunis pour définir une stratégie de communication qui leur permettrait de continuer à commercialiser l'amiante. En 1978, une résolution du Parlement européen informe les États sur les risques de cancer et leur demande de rechercher activement des produits de substitution à l'amiante afin de pouvoir s'en passer et de l'interdire lorsque des produits de remplacement sont déjà disponibles. Alors les industriels de l'amiante réagissent et montent d'un cran dans leur action de lobbying. C'est ainsi qu'en 1982, avec le directeur de l'INRS, seul organisme français en charge à l'époque d'une veille sur les risques professionnels, il crée le comité permanent amiante et invite à participer les ministères du Travail, de la Santé, des syndicats de salariés, des médecins, auxquels se sont joints ensuite des professionnels du traitement de l'amiante. Le but officiel était de débattre et de communiquer sur la manière d'utiliser l'amiante en sécurité. Il s'est avéré qu'il s'agissait surtout d'appliquer la stratégie mise au point au début des années 70 par les industriels et promouvoir l'usage raisonné de l'amiante. Le discours consistait, en introduisant un doute sur les connaissances scientifiques, à faire croire que l'amiante n'était pas dangereux à faible dose. Et donc, si on protégeait les personnes des usines de transformation d'amiante, une fois sur le marché, les produits ne seraient pas suffisamment émissifs pour pouvoir causer des maladies. Le comité permanent amiante soutenait que le chrysotile, de loin le type d'amiante le plus utilisé, n'était pas cancérogène. Il n'y avait pas donc lieu de l'interdire.
Tous les participants aux réunions servaient en quelque sorte de caution à ces affirmations, alors que semble-t-il, ils n'avaient pas accès à toutes les informations dont disposaient les industriels sur les risques et la sinistralité dans leurs usines. Le stratagème a parfaitement fonctionné. Jusqu'en 1995, toutes les informations à l'attention de la presse et du public passaient quasiment par la voie du comité permanent amiante, et les ministères n'y ont vu, semble-t-il, que du feu, et se sont alignés sur le discours rassurant des industriels.